suis un ancien chercheur, puisque je suis retraité maintenant. J'étais directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies nouvelles pendant à peu près plus de 30 ans, 30-33 ans. Et donc mon domaine de recherche, c'était la physico-chimie, c'est la recherche fondamentale. Donc on s'intéressait plutôt à des liaisons hydrogènes dans des petits peptides qui imitaient certaines parties de protéines. Donc c'était des questions fondamentales pour la biologie, mais vues du côté plutôt physique. Donc les outils de base étaient des lasers. Et donc la méthode, c'était la spectroscopie ultraviolette et infrarouge. Voilà. J'ai enseigné pendant, je dirais, 12-13 ans donc à l'Université Paris-Sud. C'était donc les applications du laser en physico-chimie. Et j'ai enseigné la même matière à Jussieu, mais pendant 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, ce que je fais est complètement différent de ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je me suis intéressé, mais ça même quand j'étais chercheur, je me suis intéressé toujours à l'instrumentation à des coûts abordables, parce que quand j'étais très jeune et que j'ai fait mon service militaire en tant que coopérant au Pérou, je me suis aperçu que c'était un des problèmes, le manque d'instrumentation pour le développement. Depuis l'apparition de nouvelles méthodes comme l'électronique Arduino, l'impression 3D, la démocratisation de l'impression 3D, et d'autres méthodes participatives ou collaboratives, c'est depuis ce moment-là que ça peut prendre son essor. Pour fabriquer des instruments, il y a plusieurs méthodes possibles. En général, on utilise des méthodes conjointes, c'est-à-dire, en général, il faut de l'électronique pour un instrument. Donc pour l'électronique, on va utiliser la plateforme électronique Arduino, qui à l'origine n'était pas une plateforme pour des spécialistes d'électronique. Elle a été faite dans une université italienne, cette plateforme. Elle a été conçue, cette plateforme, dans une université italienne. Et Arduino, c'est le nom du bar, donc c'est une anecdote, dans lequel se réunissaient les fondateurs de cette plateforme. Et alors cette plateforme, à l'origine, était faite pour faciliter l'utilisation d'électronique par les artistes. Alors, par contre, ce sont les scientifiques qui s'en sont appropriés parce que c'était plus simple. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans des laboratoires scientifiques qui ont besoin d'électronique, et il faut qu'ils attendent d'avoir accès au laboratoire d'électronique officiel pour pouvoir faire des choses. Et donc Arduino a permis leur a permis de faire ça directement. Voilà. Donc c'est un gain de temps pour les laboratoires. C'est pas qu'un gain de temps, c'est aussi un gain de créativité. Parce que on a besoin de faire quelque chose. Bon, on fait ça soi-même. On utilise un module Arduino. On regarde, et en plus, le gain, il est aussi dans le fait qu'avec Arduino, on ne part pas de zéro. Puisque les programmes, donc il y a des modules avec des micro-ordinateurs dedans, ou des micro-modules programmables. Et si tu veux, tout ça, c'est partagé. Donc à partir du moment où quelqu'un a développé une application, cette application est disponible pour tout le monde. Donc quand tu développes quelque chose, tu regardes s'il y a déjà quelque chose qui a été fait dans ce domaine, tu vas un peu plus loin, tu regardes, et en général tu trouves des choses, puis après tu l'adaptes, tu modifies ce qui a été fait déjà, donc tu fais du sur-mesure. Et donc tout ça aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça c'est venu avec le développement du numérique. Puisqu'avec le numérique, tu peux échanger, donc tu peux tout mettre sous forme numérique, et ça s'échange par Internet. Donc c'est ça aussi, fondamentalement, qui a changé les choses. Ça permet la collaboration, le partage, donc, qui sont deux notions essentielles pour ça. L'impression 3D, en fait, qui existe depuis, je dirais, une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, qui à l'époque s'appelait impression additive. D'ailleurs, c'est un brevet français, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui a changé, c'est effectivement le numérique,
qui a permis de démocratiser vraiment l'impression 3D. Et ça, et en plus, effectivement, avec l'évolution des modules électroniques, ce qui fait qu'on peut faire des imprimantes 3D correctes pour moins de 1 000 euros. Alors, il y a aussi donc quelque chose d'important, c'est les micro-ordinateurs développés par une ONG, qui était en anglais on appelle une charity, parce que ça a été développé en Angleterre, qui s'appelle Raspberry Pi. Donc c'est un micro-ordinateur d'une taille d'un téléphone portable, à peu près la carte, elle fait ça. Donc il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'écran. Par contre, il y a une interface USB, il y a une interface Internet, et donc il suffit de rajouter, et vous pouvez prendre le chargeur d'un portable pour mettre l'énergie, pour faire marcher ce micro-ordinateur. Et donc la programmation se fait dans le langage Python. Alors les autres types d'outils, c'est la récupération de technologie, hein, qui n'est pas quelque chose de nouveau fondamentalement, puisque à l'époque où les hackers n'existaient pas, on employait le terme de bidouille en français, donc c'était les bidouilleurs. Et les bidouilleurs aussi faisaient de la récup de composants, sauf qu'à notre époque, il y a un éventail très très grand de composants de très haute technologie qu'on peut réutiliser. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de produits, notamment informatiques, qui sont développés en masse, et donc le prix des composants a été divisé par des facteurs très très élevés. C'est que les composants coûtent pas trop cher et on en trouve partout. Alors pourquoi faire de la récupération? C'est parce que, d'une part, c'est pour aller au-delà de la boîte noire, c'est-à-dire on démonte, puis on regarde quels sont les composants, ce qui permet de voir comment marche l'appareil qu'on a démonté, et ça permet aussi de voir ce qu'on peut faire avec le composant. Ça ne marche pas à tous les coups, mais pour beaucoup de choses, on peut faire des choses très intéressantes. Ça porte un nom, ce qu'on a fait par exemple ici dans les ateliers grand public, les autopsies technologiques. La limite est la vitesse d'évolution des technologies. Et par exemple, quand on prend un téléphone portable, il n'y a pratiquement plus de composants discrets à part l'appareil photo et certains autres composants. Donc il est difficile de récupérer des composants, par exemple, sur un téléphone portable. C'est relativement difficile. Il y en a quelques-uns qu'on peut faire. Et donc ça, c'est un peu la limite. Et je pense que pour l'avenir, on aura des difficultés à trouver des composants. C'est pour ça qu'il faut conserver précieusement, au lieu de jeter, tout ce dont on dispose actuellement. Et donc c'est ce que j'appelle moi une fenêtre d'opportunité technologique. Voilà. On a une fenêtre d'opportunité technologique pour ces composants.